Bonsoir. Bonsoir. C'est un film tourné en film. Je me suis rappelé quand j'ai vu la fin. Et c'est ce que je disais au moment de la présentation. Je disais qu'on avait la chance de voir une copie 35 mm, ce qui, évidemment, le grain de la pellicule rend hommage en fait, au sujet du film, c'est-à-dire la peau, les rides, les pores, toutes les oui, c'est impressionnant, j'avais oublié comment c'était en fait. Parce qu'effectivement, le numérique a tendance à aplanir, presque à lisser ou à rajeunir les peaux. Ou pas, enfin ça dépend des fois. Ou les plâtrer. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on est ravis de vous recevoir dans le cadre de cette rétrospective parce que on avait envie de montrer vos films comme réalisatrice, sachant que, évidemment, vous jouez aussi dans tous vos films, dans tous les films que vous avez réalisés. Celui-ci en particulier, c'est donc votre troisième long métrage, il sort en 2009. À ce moment-là, je dirais, pour résumer très brièvement, vous êtes à la fois connue et identifiée. On sait que vous êtes une actrice des années 80, née dans les années 80, si je puis dire, entre Carax, Godard, Tavernier. On sait aussi que vous êtes actrice et co-scénariste, j'allais dire, d'une comédie romantique indépendante à succès, qui sont à cette époque-là les deux premiers Before Sunrise et Before Sunset. Et puis, pour ceux qui suivent votre parcours, en 2009, au moment où le film sort, on sait aussi que vous avez réalisé, qui sur votre deuxième long métrage, qui s'appelle Two Days in Paris, et qui est une comédie un peu déjantée, très drôle, sur on pourrait dire, presque un jet lag culturel entre la France et les États-Unis. Je dis tout ça parce que, au moment où sort La Comtesse, j'allais dire, on n'attendait pas ce film de vous. On n'attendait pas un film en costume, avec Julie Delpy, signé par elle. On n'attendait pas un film de genre. D'ailleurs, quel genre c'est un mélodrame romantique qui devient un conte gothique. On n'attendait pas ce portrait ambivalent d'une femme, à la fois puissante et victime, monstresse et presque en avance sur son temps, victime d'un complot, bref, difficile à saisir. Je dis tout ça parce que, en voyant le film, je me suis demandé quelle finalement avait été la réception du film en 2009, quand Julie Delpy signe et joue dans un film comme celui-là. Est-ce que le film est sorti aux États-Unis? Et dans la mesure où c'est une coproduction franco-allemande, quelle a été la réception en Allemagne, la perception en Allemagne et en France? En Allemagne et en France, ça a été, ça s'est bien passé. Aux États-Unis, en Angleterre, évidemment, tout ce qui n'est pas anglais et qui, à l'époque, n'est pas très apprécié. En fait, ils veulent que les Anglais fassent que des films de Shakespeare. Et vous voyez, ils sont très, très protectifs de leur patrimoine. Ils pensent que c'est les seuls qui ont une histoire, quoi. Et le droit de faire des films d'époque. Un petit peu, donc j'ai eu j'ai eu des choses positives évidemment, mais il y a eu un petit peu de négatif, et du coup le film n'est pas sorti aux États-Unis ni en Angleterre, je crois. Il y a eu une sortie quoi, direct ou DVD, enfin il y a eu... Non, je sais même pas en fait, j'ai pas suivi, vous savez à l'époque où le film est sorti, ma maman était en train de mourir et j'ai pas suivi ce qui s'est passé en fait. J'ai lâché un peu parce que ça avait été un film très compliqué à monter. J'ai montré le film à Berlin 2 jours avant que ma mère meure. Je venais de faire un enfant et en fait j'ai un peu lâché prise parce que je pouvais pas on peut pas se battre tout le temps quoi en fait. Et je me bats beaucoup donc là j'avais un peu lâché. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup mais que j'ai pas défendu. J'aurais pu le défendre plus. Mais la sortie française s'est bien passée par contre. Par Bac Film qui sort mon film à nouveau My Zoé. En France, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Mais vous disiez, ça a été un film... On va revenir sur son origine, ou la rencontre avec votre rencontre avec la comtesse, mais vous dites c'est un film difficile à monter, c'est une coproduction franco-allemande, à ce moment-là vous viviez aux États-Unis, mais vous avez encore des attaches évidemment en France en termes professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a été difficile à monter un film Et d'abord, comment ça se monte? Vous décidez, vous, de votre côté, que vous avez envie de faire un film sur la comtesse, et après, il faut rassembler tout ce qu'on voit au générique. Donc, comment ça se... J'ai écrit ce film, La Comtesse, avant de faire Two Days in Paris. Je savais que ce ne serait pas mon premier film, parce que c'était un film plus cher, plus compliqué à monter. Mais c'était un film que je voulais faire.
Donc en fait, j'ai fait Two Days in Paris, c'était un peu ma porte d'entrée, Two Days in Paris, parce que c'était pas cher, c'était facile à tourner, voilà, c'était simple, c'était une comédie, c'est facile d'engager les gens dans une comédie, etc. pour le financement. Enfin bon, j'ai eu 1,5 million d'euros, ou 1 euro, j'allais dire, 1 million d'euros, ou 1,5 million, enfin, on ne saura jamais. Mais donc, voilà, c'était plus simple que celui-ci. Donc celui-ci est devenu ma priorité après le premier, quoi. Tout de suite, j'ai décidé de monter ce film, mais c'était compliqué de trouver le financement. C'était un film qui n'avait pas beaucoup de soutien je crois que la partie française, elle n'était pas extrêmement fan du film, elle était branchée sur d'autres choses. En fait, j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie, en fait, à avoir des gens qui croient en moi, vraiment. Et donc, sur ce film-là, c'était un petit peu un combat. Enfin, je sais que j'avais des partenaires qui croyaient en moi, qui étaient Daniel, William. J'ai retrouvé un mot de William Hurt, l'autre jour, hyper gentil, qui m'a dit à la fin du tournage, vraiment un très gentil mot. Bon, évidemment, Daniel qui me soutient toujours, là encore pour le dernier film. Daniel Brühl qui joue votre amant. Voilà. Et voilà, et c'était pas un film facile, mais bon, comme plein de films ne sont pas faciles. Mais je dirais que moi, j'ai pas une facilité, enfin, je vois d'autres gens, et d'ailleurs, je pose des questions, je dis, alors ça a été dur pour toi? Ils me disent, non, pas tant que ça. Alors, je dis, oh, putain. À chaque fois, je pose des questions aux autres réals en disant, alors, c'était l'enfer de monter ton film d'époque à 10 millions, moi j'avais que 7 millions, ou je sais pas combien, 6, c'était beaucoup pour l'époque, mais bon. Et ils me disaient non, c'était facile, pas de problème. Les doigts dans le nez, moi je suis genre, bon d'accord. Donc je sais pas ce que je fais avec des films en plus qui sont pas forcément bien, ou je sais pas. Mais est-ce que... je me vends mal, quoi. Mais peut-être que aussi, quand on voit... oui, c'est un sujet particulier, c'est pas une partie de gens en l'air, enfin un petit peu, mais pas dans ce sens-là. Oui, enfin, c'est pas non plus un film good movie. Hein, oui, non, pas vraiment. Ouais. On n'est pas... mais peut-être aussi parce que j'allais dire, la difficulté vient du choix que vous faites, c'est-à-dire du grand écart. Entre guillemets, vous étiez identifiée comme actrice, comme espoir, comme égérie, comme tout ce qu'on veut, mais le film lui-même s'en prend, j'allais dire, presque à votre image angélique, c'est-à-dire l'image du temps de Léos Carax. Là, le film, quand même, il va fort sur, j'allais dire, oui. Oui, le côté sombre Oui, mais c'est intéressant, enfin pour moi, moi, je déteste ce qui est attendu tout le temps. En fait, j'essaye. En fait, c'est plus fort que moi. De donner de moi ce qu'on attend de moi, ça me fatigue. Je n'aime pas ça. En fait, c'est même pas une décision consciente. C'est presque un besoin que j'ai d'aller dans des directions différentes et de faire 3 comédies et puis après un drame parce que de temps en temps j'ai besoin d'aller dans cette direction très sombre. Et bizarrement, je peux être très drôle, mais aussi je peux être très très sombre aussi. Donc je pense que voilà, je vais vraiment aux 2 extrêmes tout le temps. Donc voilà, là c'est un film qui est dans le sombre, mais en même temps romantique parce que je me rends compte que c'est vraiment une histoire d'amour en fait. J'ai vu la fin un petit peu, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, donc je me souvenais pas. Mais c'est vraiment une histoire d'amour, mais torturée, quoi. Disons, ça fait pas très bien. Elle est sincère, indépendamment comment dire, de ses actes. Et de corruption actes. aussi, et de masculinité un peu toxique. Enfin, je dirais, le personnage du père, c'est vraiment la domination totale et un homme qui veut complètement écraser une femme parce qu'il n'arrive pas à la voir et que son fils l'a eu. Ouais. Alors, si on revient, ou plutôt si on en vient un instant à votre rencontre avec la je ne veux pas banaliser ça, mais c'est un peu ça, enfin, je veux dire, voilà. Vous savez, je repensais à votre propos et à propos de vos personnages, qui sont à la fois, ici, elle fait son propre malheur et on fait son malheur. Elle est victime, effectivement, d'un complot à la fois masculin, politique. On comprend que le roi, d'une certaine manière, est devenu son vassal au début, quasiment. Enfin, et en même temps, elle est absolument, jusqu'à la folie, absolument déterminée, mais parce que aussi elle est sincère dans son désir. Bref, elle est très très vectorisée, elle avance tout droit, jusque dans le mur, mais elle avance tout droit. Et je pensais à la phrase de Truffaut qui disait toujours, lui qui était un grand cinéaste romantique, et qui disait toujours de ses héros ou de ses héroïnes, il disait « j'attends de mes personnages et je veux de mes personnages qu'ils aillent toujours au bout de leur destin ». Et s'ils n'allaient pas au bout du destin, ils pensaient qu'il avait retenu les chevaux et qu'il avait raté son coup d'une certaine manière. Est-ce que vous aussi, vous faites en sorte que vos personnages, ou plutôt, est-ce que
cette détermination de vos personnages n'est pas aussi, d'une certaine manière, un autoportrait, c'est-à-dire la manière dont vous avancez pour faire les films dans lesquels vous jouez, mais aussi les films que vous réalisez, quoi. Vous dites c'est un combat. Oui, oui, non, mais c'est vrai que je suis assez jusqu'au bout du truc. En fait, j'ai eu beaucoup d'embûches dans ma vie, mais pas seulement dans le cinéma, toute ma vie, l'enfance, etc. J'ai eu beaucoup de non, beaucoup de gens qui m'ont empêché de faire des choses, de gens qui ont essayé de me briser. Et en fait, j'en suis devenue toujours plus forte. Bon, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait toujours de la phrase si ça vous tue pas, ça vous rend plus fort, mais bon, ça m'énerve un peu cette phrase. Mais c'est un peu vrai, quoi, d'une certaine manière. Et vraiment, on a essayé de me briser très souvent, et en fait, je me suis toujours relevée. Et l'échec, c'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever, quoi, en fait. Donc pour moi, je me relève toujours et je continue et je vais jusqu'au bout du truc, quoi. Et des fois, ça peut paraître antipathique, ça peut paraître, même si c'est pas toujours dans la bonne direction, mais j'y vais, quoi. Mais j'aime aussi les personnages qui sont comme ça. En fait, je lâche pas facilement l'affaire, quoi. Je suis tenace, mais même quand j'ai tort parfois. Mais parfois, je reconnais mes torts aussi. Hein, je veux dire, mais je vais pas non plus. Je suis pas une fanatique, donc. Enfin, je pense pas, mais je veux dire, en tout cas, j'aime les personnages qui vont. Moi, je ne sais pas si je suis comme ça j'y vais jusqu'au bout, mais en tout cas, j'aime les personnages comme ça. Ces gens-là me fascinent, en tout cas. Les gens qui vont jusqu'au bout de leur truc, qui abandonnent pas, qui se battent jusqu'au bout. Pour moi, c'est. Je pense toujours, quand je suis. Ouais, je pense des fois, même des combats de boxe, on se relève, quoi. C'est toujours un peu mon truc, quand même. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que Dieu sait que les époques sont très différentes et les genres aussi, mais pour celles et ceux qui verront ou qui ont vu ici à la Cinémathèque Maïzoé, verront que là aussi, il y a un personnage féminin très, très déterminé et qui va au bout. Et qui est aussi un peu antipathique pour certains, en tout cas. Oui. Mais qui aussi en émeut d'autres, parce que justement, elle a un projet, et ce projet ne tolère, ne souffre, j'allais dire, aucun frein, aucune limite, aucune raison, Et elle est effectivement comme la comtesse Bathory, d'une certaine manière. Oui, mais je dois être obsédée par certaines choses. Oui, c'est sûr que je vois que des fois je me répète, parce que j'obsède sur certaines choses qui sont, la détermination, mais... Et pour que les choses adviennent aussi, pour que par exemple un film naisse, oui, on est obligé de se battre. il faut mesurer ce que c'est que d'être cinéaste. Enfin, nous qui sommes spectateurs, on ne peut que constater au générique ce que ça veut dire d'être cinéaste, si je puis dire, indépendamment de voir la mise en scène. Mais et on vous dit c'est un film à 6 ou 7 millions, mais on voit quand même ce que ça déplace comme montagne, comme nécessité. C'est un film qui est tourné en Allemagne de l'Est, c'est ça, dans un vrai château. Oui, l'ex-Allemagne de l'Est, dans un vrai château, dans des vrais décors. Non, c'était un tournage incroyable, c'était magnifique, c'était très dur comme tournage, il faisait très froid, c'était des conditions très, très dures. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les conditions difficiles en fait, physiquement. J'aime les conditions physiques difficiles, les chevaux, la boue, les choses comme ça, j'aime la difficulté quand même. Et donc, pour moi, c'est agréable ce genre de difficultés, quoi. Les difficultés que j'aime pas, c'est négocier avec des gens pour de l'argent et tout ça, ça j'aime moins. Mais les difficultés physiques, vraiment de passer par des choses difficiles, ça me gêne, ça me fait beaucoup moins peur, en fait. Et donc cette comtesse, vous la rencontrez ou vous tombez sur elle ou vous entendez parler de ses exploits sanguinaires, à quel moment, par rapport justement au moment où nous on découvre le film en 2009, comment, par qui, quelle source vous mettez sur la piste de cette comtesse? J'avais toujours été fascinée par cette histoire, en fait, depuis petite. Et alors, je vais vous raconter une histoire qui est incroyable à la fin que je vais vous dire. Non, j'avais toujours été fascinée par cette histoire. J'avais vaguement entendu parler, puis j'aimais l'histoire qu'en fait, elle avait inspiré Bram Stoker pour écrire Dracula, etc. Et donc, j'ai lu beaucoup sur elle, etc. Puis un jour, j'ai eu un déclic, et en fait, j'ai écrit le scénario en une semaine, en 5 jours. Et en fait, après le même week-end, j'ai écrit la musique du film, qui a fini dans le film. Et donc c'est sorti de moi vraiment comme une sorte d'évidence, et surtout en faisant de plus en plus de recherches, mais beaucoup de recherches, je me suis dit mais il y a une manipulation derrière tout ça, parce que le comte, c'était ce comte Thurzo Fogger, qui est devenu une sorte de compagnie de métallurgie en Allemagne, d'argent, de gros business, qui a en fait développé l'idée du capitalisme. C'est quelqu'un qui a existé, hein, son cousin, qui a développé l'idée du capitalisme tel qu'on le connaît, et en fait il s'est inspiré
Machiavel, mais Machiavel c'était pour la guerre et lui c'était pour le business. Donc il s'est inspiré de Machiavel pour le business. Et tout ça m'a fait beaucoup cogiter, je me suis dit mais il y a forcément quelque chose de bizarre. Et des années plus tard, un historien est venu me voir, un spécialiste mais en Slovaquie, et il m'a dit c'est la vérité, vous avez raison, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc il y aurait peut-être eu des meurtres, elle était peut-être un peu folle, etc. Mais en tout cas il y a eu une énorme machination contre elle parce qu'elle était une femme puissante et au moment où son mari est mort, il fallait se débarrasser d'elle. On ne pouvait pas laisser une femme régner. Bon, en même temps c'était aussi des consanguins à un point non... Enfin, je veux dire, on sait ce qui se passe avec la consanguinité maintenant, mais c'était à un niveau presque hors norme. Ils étaient tous un peu tarés, hein, parce qu'ils ils se faisaient trop des enfants entre eux, quoi. Mais c'est pas bon, évidemment. Mais... C'est bien de prévenir le public. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Et donc, voilà. Donc, mais il y avait plein de choses comme ça. Mais vraiment, je l'ai écrit en 5 jours. Je faisais 25 pages par jour. Boum, 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 boum. Je n'arrêtais pas. C'était comme une sorte de besoin de l'écrire qui était évident. Mais en fait, la première partie, tu passes à cogiter, comment dire, à réfléchir. Et surtout à faire des recherches un peu comme un journaliste, un peu, on creuse, quoi, on fait de la recherche pure et puis après on écrit, quoi. Voilà. Et j'aimais bien lier ça dans une histoire d'amour romantique, d'un jeune homme, etc. Je trouvais que c'était une belle histoire de mélanger ces deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous nourrissez donc de livres d'histoire et en même temps vous laissez, j'allais dire, galoper votre imaginaire, vous créez des personnages, vous inventez des situations. Oui, aussi, oui. J'invente des personnages, mais il y a quand même des personnages que j'ai lus. Elle avait un amant un peu sadomaso, donc ça c'est Dominique, etc. Donc il y a quand même des choses... Est-ce que je sais que il y avait un peu sadomaso, je sais pas si ça veut dire, mais... Enfin, nous on le trouve très sadomaso. Oui, c'est très sadomaso, alors, oui. Mais il y a eu un livre aussi de Valentine Penrose qui est sorti, qui s'appelle, je crois, La Comtesse Sanglante, oui. Dans les années 60. Il y a eu le cinéma... J'ai pas lu les livres parce que je voulais pas m'inspirer de ça, je voulais m'inspirer de choses, m'inspirer moi-même de mon idée d'elle, et que des choses vraiment factuelles. Voilà. Et donc pas non plus les films. Non, pas non plus les films, j'ai pas voulu voir des films sur elle. Oui, voilà. je sais, des choses très fantasques et tout ça qui doivent être très bien d'ailleurs, mais je voulais pas être inspirée par ça du tout, je voulais m'inspirer de faits réels et de mon propre imaginaire, quoi. Voilà. Et alors, ce que j'ai découvert des années plus tard, c'est qu'il y avait une dame qui s'occupait de moi quand j'étais petite et qui m'a vraiment, quand mes parents travaillaient, etc., j'allais manger chez eux. En fait, c'était un monsieur et une dame, ils s'appelaient les Machans, ils habitaient au-dessus chez mes parents. Et ils m'ont un peu élevée, enfin, de temps en temps, j'étais tout le temps chez eux, etc. Et puis, à la mort de la dame, on me dit, bah non, mais en fait, son nom de famille, elle était hongroise, elle s'appelait Báthory. Et j'ai dit, mais comment ça? Bah oui, la dame qui s'occupait de moi quand j'étais petite, c'était une descendante directe de Báthory. Oui, ça vient très loin ce film. Et je ne le savais pas, hein, donc c'était un peu un hasard. Oui, et donc j'ai vu aussi que chez elle, il y avait le château où j'ai tourné était en photo chez elle quand même. Donc il y a quand même un truc sur l'inconscient qui est assez... On va dire un truc, oui, sur l'inconscient. Un truc assez fort. Ah oui, donc il y avait déjà une image du film chez elle. Quand j'avais 8 ans, quoi. Donc, et qui sait si elle m'a pas raconté des histoires, justement, qui peut-être m'ont amené à ça. Parce que forcément, elle était très, très, très gentille. Mais alors, très, très, très gentille. Elle s'est pas nourrie de mon sang, elle s'est pas baignée dans mon sang. Elle faisait pas très bien la cuisine, mais ils étaient très, très, très gentils. Je crois que j'en ai perdu le fil de cette histoire. Mais c'est vrai, hein. Mon père est là pour le certifier. Ouais. On a découvert qu'elle s'appelait Báthory. Sa fille nous a dit descendante de Báthory. Et elle s'appelait Báthory. C'est une vraie descendante. Oui. Chapeau. Bon. Chapeau. Et, donc, et alors, non, mais sur les... Est-ce que, pareil, donc vous avez dit pas de référence de film ni de livre pour les raisons que vous avez expliquées. Enfin, des livres d'histoire. Oui. Et puis parler à des historiens aussi. Mais aussi, alors donc tout le film est en anglais, mais en même temps c'est un anglais assez recherché, assez... Hein, on savait parler, il y a une vraie syntaxe. Est-ce que là, pour le coup, j'allais dire, Shakespeare est aussi sert pour aider à former cette langue, ou est-ce que, du fait que vous soyez bilingue, cette langue-là vous vient à l'écriture?
En fait, j'avais toujours aimé, j'ai toujours aimé Shakespeare, je vois des pièces de Shakespeare depuis que je suis toute petite, mes parents sont dans le théâtre, etc. J'ai vu Roméo et Juliette enfant, mais joué que par des femmes, ma mère jouait des personnages. J'ai vu plein de versions de Shakespeare, j'ai adoré ce que faisait Chéreau avec Shakespeare, par exemple avec Hamlet, justement les costumes noirs, blancs, très peu de couleurs, etc. Tout cet univers qui m'a quand même plus inspiré, je dirais, que même d'autres films sur Báthory, peut-être plus les Shakespeare qu'autre chose, quoi. Et je trouvais que c'était une histoire un peu shakespearienne d'une certaine manière, quoi. Et donc, mais en fait, Hamlet, et Hamlet, il est tout, il est diabolique, c'est un saint, il est bon, il est méchant, il est fou, il est saint, il est saint d'esprit, mais il est fou, enfin, il a toutes les facettes, en fait. Et je voulais une sorte de femme, personnage, ces femmes-là, les personnages féminins ne sont pas autant de facettes, c'est les hommes qui les ont. Et donc je voulais donner une sorte de personnages plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'époque, quoi. Ce personnage à la fois, j'allais dire, victime et diabolique, est-ce que d'une certaine manière, à une autre époque, dans un autre milieu, un autre lieu, on ne pourrait pas se dire que, d'une certaine manière, elle serait moins diabolisée aujourd'hui? C'est-à-dire, non pas du fait de ce qu'elle accomplit, mais, oui. mais elle, comment dire, elle aurait plus de moyens de se défendre, non? Il y avait de votre part la volonté aussi de montrer une époque. Oui, une époque, oui, où la femme était, c'est-à-dire, si elle est meurtrière, je ne suis pas 100% sûre qu'elle le soit non plus, mais si elle l'est vraiment... Oui, parce qu'on a beaucoup dit aussi que ce que vous représentez comme en partie véridique, peut-être en partie imaginaire ou fabriqué par ceux qui ont comploté contre elle. Contre elle, oui. Je laisse un peu une sorte de entre-deux, c'est-à-dire j'avais envie d'un film pas complètement c'est comme ci ou comme ça, quoi. J'aime pas trop donner des réponses à 100% pour les choses. Et je voulais laisser les choses un peu vagues comme ça. Mais si elle est... Oui, donc... oui, peut-être que c'est une femme d'une certaine manière moderne, mais dans un monde complètement très très masculin, toxique, quoi. Enfin, c'était vraiment bien de travailler avec William Hurt parce que il y avait quelque chose chez lui, je l'aime énormément, mais d'un tout petit peu toxique naturellement. Et je crois que personne n'aurait pu jouer ce rôle comme lui, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il a compris ce que c'est. Je pense qu'il avait une compréhension totale du toxique et de la force masculine. C'était comme un méga alpha, un méga alpha, quoi. C'était quand Daniel arrivait dans la pièce, il tremblait, donc c'était un méga alpha que j'ai jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire, c'est genre, tout doit être dominé. Et du coup, je me suis dit, ok, si j'essaye de dominer cette personne-là, je vais être écrasée. Donc, je me suis mis ce qui n'est pas du tout mon style, hein, en chien, comme ça, en mode, alors vraiment, low profile. Et c'est comme ça qu'on a communiqué. Et c'était assez intense et assez intéressant, en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'arrivera pas souvent parce que c'est pas mon truc, mais c'était nécessaire. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que j'y ai pensé à ce moment-là, mais enfin oui, parce qu'on parlait des femmes, etc. Ouais, c'était. Mais donc, c'est-à-dire, en fait, du personnage, s'il avait été maintenant, si c'était une situation différente. Parce que ce film, vous dites, vous l'avez porté pendant longtemps, vous êtes battu pour le faire, mais si avec le recul, vous deviez dire pourquoi, indépendamment de ce qu'on a appris de votre voisine, mais si vous deviez dire rétrospectivement pourquoi ce sujet vous a tellement happé, tenu à cœur, et que vous n'avez pu vous en délivrer qu'en faisant le film, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça me hantait, en fait. Enfin, oui. Je ne vais pas le dire pas d'une manière, oui. J'étais pas hantée par la comtesse Báthory, mais j'étais hantée par cette histoire. Vraiment, c'est-à-dire j'y pensais tout le temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit en 5 jours, c'est que j'étais vraiment... j'avais besoin de l'écrire, je ne sais pas pourquoi, j'avais un besoin intense de faire ce film. Peut-être pour ce portrait de femme, oui. Peut-être parce que c'est aussi, on pourrait presque dire, une métaphore aussi d'une vie d'actrice, quoi. On sait oui, peut-être que c'est une métaphore de ma carrière, de ma vie, de la difficulté qu'il y a à être une femme, de ne pas accepter les codes. Elle aurait dû vraiment aller avec l'homme
l'homme mûr parce que le pouvoir fonctionne comme ça et qu'elle va vers l'homme jeune et beau et que ça ne fait pas partie de ce qui est acceptable dans ce métier. Enfin maintenant peut-être plus. Mais... Que je dis métaphore presque de votre parcours, effectivement, il y a ce plan très très étonnant où elle est au miroir et puis par un trucage, c'est vous, mais 20 ans auparavant. On a récupéré une image de moi de jeune, quoi, parce que c'est pratique comme il y a des images de moi plus jeune. Qui vient d'un autre film, c'est ça? D'un autre film, oui. Qui vient d'un autre film. Ouais. Et cette idée-là, c'est vraiment une idée presque de morphing ou d'incrustation d'image de vous plus jeune. Elle est venue à l'écriture ou comment oui, c'est tout de suite j'ai demandé très vite est-ce qu'on peut faire ça techniquement. À l'époque, il y a plus de 10 ans, c'était pas aussi facile de faire toutes ces choses-là, mais évidemment, c'était possible déjà, donc c'était un peu moins facile. Ouais. Non, c'était toujours dans l'idée... D'ailleurs, j'aurais voulu faire peut-être plus de moments comme ça, mais c'était vraiment pas encore techniquement possible. Alors, on a joué avec des lumières, des choses plus simples que du VFX, CGI qu'on fait maintenant. Et d'une certaine manière, j'aime assez que ce soit pas tout le temps CGI, tout le temps... comme on fait maintenant, on peut rajeunir les gens, ils ont tous l'air d'être comme des robots un petit peu. On n'a pas fait ça, on a fait ça plus dans les lumières, dans les choses comme ça, un peu à l'ancienne. C'est vrai que j'étais assez inspirée par un cinéma du Nord ou même japonais, parce que il y avait une sobriété, quelque chose qui est... Voilà. La Dreyer ou... Oui. Parce que ça, on le ressent aussi, c'est-à-dire que c'est un film très... C'est peut-être aussi ça qui a surpris après Two Days in Paris, je ne veux pas dire que Two Days in Paris... C'est l'inverse de Two Days in Paris. Two Days in Paris a l'air beaucoup plus débraillé, même si évidemment il est écrit, prémédité, et qu'on peut imaginer que le texte soit débraillé, oui, voilà, c'est ça. Que le texte soit disant improvisé, mais il est respecté. Mais toujours est-il que le contraste, j'allais dire, à l'œil nu, il est très fort, parce que là, la mise en scène semble très, très retenue, très pensée, très, très, très cadrée. Est-ce que là aussi, vous découpez beaucoup à l'avance? Oui, c'est tout dessiné, chaque scène. Enfin, j'ai fait des storyboards pour tout le film. Et moi-même, avec des petits dessins vraiment pas géniaux, mais je veux dire, tout est storyboardé, chaque image. Et je l'ai revu récemment, là, en cherchant la robe que je vous ai donnée, donc j'ai retrouvé les storyboards. Je sais pas où est passé, il y en a que la moitié jusqu'à la scène 68. Après, ça a disparu à 69. Où est allé le reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tous les storyboards jusque-là. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai absolument tout storyboardé moi-même, et jusqu'au détail, en fait, de pas mal de choses que je ne pensais pas que j'avais storyboardé. Mais de même sur les couleurs, finalement, il y a peu de couleurs dans le film. Le film est à la fois... La lumière est froide, souvent les plans sont dans l'ombre, enfin, il y a beaucoup de noir dans le film. Sans jeu de mots, mais est-ce que là aussi, vous avez travaillé à retirer de la couleur? Pas vraiment, en fait, ça s'est fait pas mal à l'éclairage. On a fait un petit peu évidemment de l'étalonnage, mais c'est aussi quand même du film, donc on ne peut pas faire autant qu'on peut faire maintenant. De toute façon, on ne peut pas le transformer complètement noir et blanc, le film. Mais par contre, oui, on a beaucoup travaillé sur la lumière. Déjà, je voulais que toutes les lumières soient de source, c'est-à-dire les fenêtres, et que le reste soit dans l'ombre, donc c'était très directionnel, etc. C'était vraiment très, très, très pensé à ce niveau-là, et vraiment chaque image, beaucoup d'ombre, beaucoup de profil dans l'ombre, etc. Moi, je voulais que ce soit précis à ce niveau-là, et lumière de bougies, et quand ils sont au repas, c'est éclairé du milieu, et seulement, voilà, c'est vraiment comme doit être fait un film d'époque, enfin à mon avis, je veux dire pour un film en tout cas réaliste, enfin réaliste, c'est pas un film réaliste, mais pour s'approcher d'une sensation d'époque, quoi. Mais donc, je disais tout à l'heure que d'actrice, vous avez vraiment tenu à devenir, parce que c'était votre désir, réalisatrice. Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, toujours voulu être réalisatrice, ou est-ce que c'est venu du fait que, à un moment, vous vous êtes dit qu'il fallait que vous écriviez pour vous les rôles que vous aviez envie de jouer? Écoutez, j'ai toujours écrit, en fait, depuis très jeune, j'écrivais, même des petites histoires courtes, des choses comme ça. Je voulais faire du cinéma, j'avais fait un court-métrage quand j'avais 13 ans déjà, enfin bon, etc. Donc je voulais vraiment réaliser. Je suis devenue actrice, et puis j'ai très vite, j'étais pas heureuse actrice, en fait, juste actrice. J'adore jouer, mais j'étais pas heureuse dans l'état actrice, c'est-à-dire faire des auditions,
tout ce rapport de séduction que je détestais, où il fallait même sans coucher, hein, il fallait juste séduire, ça me gavait, mais à un point, je vous le dis franchement, enfin, c'est insupportable en tant que jeune femme, et puis cette idée du Pygmalion, tout ça, je ne supportais pas. Moi, ce que je voulais, c'est être mon propre chef, et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que jamais j'arriverai à ce que je veux si je suis actrice, parce que déjà, s'il y a une autre actrice, elle aura le rôle parce qu'elle fera ce qu'il faut faire, et puis, pardon. Et puis si il y a une autre actrice qui joue en face de moi, bah, elle fera ce qu'il faut faire, donc je serai coupée au montage. Et puis si, voilà. Donc il y avait tellement... Et puis surtout, je lisais des scénarios avec des dialogues que je trouvais pas bons, et je me suis rendu compte que je suis capable d'être bonne actrice si j'ai des bons dialogues. Il y a des acteurs qui sont bons en lisant le bottin, moi pas. C'est-à-dire, vous me faites lire le bottin, je suis pas bonne. D'accord ? Si vous me donnez des dialogues pourris, mal écrits, je sais pas les dire. Donc j'avais besoin d'écrire, ça m'est déjà, ça m'est arrivé tout de suite dans la tête quand j'ai réécrit tous les dialogues de Before Sunrise pour même le premier film de la trilogie. Et ça a été très clair pour moi qu'il y avait des dialogues qui étaient écrits à la base qui n'ont rien à voir avec le film. Et en fait, j'arrivais pas à les dire, c'était trop écrit. Et en fait, c'est là que je me suis dit, il faut que j'écrive parce que je ne peux plus. Mais j'avais déjà écrit un scénario quand j'avais 15 ans, donc ça a commencé très vite, quoi, 16 ans. Mais oui, je n'arrivais pas à dire ces dialogues empoulés ou qui me semblaient pas réels, pas émotionnels, voilà. Donc vraiment, l'écriture, pour moi, c'était essentiel. Et ça fait partie de qui je suis, parce que je ne peux pas dire le bottin. Je ne sais pas. Ou alors des dialogues écrits... Et Jean prit la main de Geneviève. On voit ce que c'est quand vous jouez ce que vous avez écrit. Par exemple, je pense à la scène du repas. Il y a une scène de dîner avec un homme d'église et la comtesse. Et c'est assez brillant, c'est-à-dire à la fois sur le découpage, la répartie, la chute. Oui, où elle se moque de lui, voilà, etc. Elle se moque de lui en disant qu'elle aime les beaux habits, les bijoux, tout comme lui. Donc elle le féminise. Et elle le ridiculise devant tous. Lui hésite presque à comprendre ce qu'il a compris. Enfin, c'est plutôt élégant et on voit bien que là, vous êtes, comment dire, vous bouclez la boucle, vous écrivez ce que vous avez envie de dire. Voilà, oui, et c'est important pour moi. Et je me suis rendu compte très vite que c'était vraiment important pour moi de créer mon propre truc, quoi. Mais je dirais au point de faire quand même une chose qui n'est pas fréquente. À la fin des années 80, toute difficile qu'elle soit, telle que vous la décrivez, vous étiez perçu comme on dit, un espoir du cinéma français, vous jouiez avec des grands cinéastes, et quand même, au début des années 90, et sans doute la rencontre avec Kieslowski, vous prenez une décision qui ne va pas de soi. Vous partez à New York et vous vous inscrivez dans une école de cinéma pour apprendre la mise en scène. Oui, enfin c'est pas aussi bizarre que ça quand même. Vous auriez pu le faire à la Fémis. Oui, mais je voulais dégager de France parce que je me sentais pas aimée, et puis j'avais c'est un passé qui m'agaçait. Il y avait des gens, des choses, je vais pas en parler, mais j'avais pas envie de faire partie de ce monde. Il y avait un snobisme, je voulais pas en faire partie, et donc je suis partie, quoi. Donc, et puis j'ai jamais eu, c'est toujours difficile pour moi de rentrer dans des clubs. Il y avait cette sorte de truc de club, voilà, il fallait faire partie de ça, d'être copain avec ça, traîner avec ça. Bon, c'est pareil à Hollywood, mais au moins à Hollywood, j'étais une étrangère, donc on me laissait un peu tranquille et tout ça. Donc, ça me permettait de me mettre en retrait. Et comme ça, je me suis mis vraiment en retrait de la France. Pour moi, c'est mieux. Parce que être espoir, blablabla et tout ça, mais je me sentais pas heureuse, je me sentais pas à ma place. En tant que jeune actrice, j'avais pas les mêmes envies que les autres et j'avais pas envie de rentrer dans un système qui ne me plaisait pas, que j'acceptais pas d'une certaine manière. Mais en revanche, d'être actrice, est-ce que ça vous permettait J'adore être actrice. Mais est-ce que ça vous permettait, par rapport à cette idée de réalisation, vous étiez très bien placé pour observer des tournages, pour voir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire, peu importe, mais en tout cas... Bien sûr, et j'ai passé mon temps à observer des gens comme Kieslowski, comme Godard, comme Tavernier, comme Agnieszka Holland, comme Schwandorf. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des gens bien qui m'ont vraiment nourri aussi de comment on travaille, comment on fait une bonne scène ou une mauvaise scène, enfin voilà. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'apprendre d'eux, quoi. Je sais pas si j'ai... Sans vouloir les copier, parce que je suis incapable de faire un film de Kieslowski. Kieslowski, c'est un génie, je sais pas comment il faisait. Mais enfin, je l'ai vu travailler, mais ça m'a permis quand même de m'inspirer de choses, quoi. Et sur alors,
après je vais donner la parole au public, je vous pose encore une ou deux questions, mais c'est par rapport justement toujours à cette question de réalisatrice et actrice. Je disais donc, vous jouez dans tout, pour les raisons que vous dites, vous jouez dans tous les films que vous réalisez. Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez... on sent que c'est pas une difficulté, enfin on imagine, si vous le faites à chaque fois, que c'est pas une difficulté de quitter la position de metteur en scène pour plonger dans le plan. Est-ce que pour autant, j'allais dire, vous êtes bonne dès la première prise? C'est-à-dire au sens où, je me souviens, il y avait c'est Sacha Guitry qui racontait à propos de Sarah Bernard, il disait qu'une fois il était en coulisses avec elle et qu'elle allait entrer en scène. Et il dit, à la frontière de la coulisse et de la scène, elle met la main sur la porte, elle va pour entrer, et en une seconde, il dit, comme elle devait jouer un personnage féroce, elle avait encore un geste tendre pour moi, mais déjà un regard dur. Et il dit, elle était capable comme ça, en une seconde, de se métamorphoser pour rejoindre l'actrice et le personnage. Oui, c'est un peu, c'est particulier de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire, je le fais constamment, quoi, mais des fois c'est parfois épuisant. Mais en fait, c'est vraiment comme un exercice que je refais, c'est-à-dire je me jette en fait dans le personnage, quoi. Je saute à pieds joints dans ce personnage, et après j'en sors, et enfin c'est constamment un va-et-vient, et c'est comme deux parties de ma tête, parce que c'est complètement différent comme fonctionnement, c'est-à-dire que le réalisateur est en contrôle, il sait ce qu'il fait, il est calme, il sait ce qu'il veut, et l'actrice est dans un état de vulnérabilité, de fragilité. Donc je passe de la totale vulnérabilité, fragilité à totale force et contrôle. On and off, constamment. Et c'est un exercice qui peut être épuisant, mais c'est un exercice comme un autre. Hein. C'est comme faire un saut, c'est comme un danseur qui fait un exercice tous les jours et éventuellement il arrive à faire son... C'est un peu comme ça. Voilà. Et c'est pas toujours facile, mais bon, il faut continuer à le faire pour pouvoir le faire. Et donc, ce qui veut dire que vous diriez alors qu'en tant qu'actrice, vous êtes plutôt une actrice intello ou une actrice instinctive, au sens plutôt cérébral ou animal, au sens où, comment dire, vous réfléchissez beaucoup le rôle, le personnage, vous avez en quelque sorte une méthode. C'est-à-dire la réflexion du personnage, en tout cas quand je l'écris, elle est pendant l'écriture. Donc il y a un énorme travail intellectuel du personnage, psychanalytique, enfin psychologique du personnage, pas psychanalytique. Oui, vous avez pris de l'avance grâce à l'écriture. Voilà. Je prends une énorme avance pendant l'écriture, je comprends mon personnage, je comprends tous mes personnages à fond, et donc après, quand je rentre dedans, je peux me laisser être instinctive, quoi. C'est-à-dire que j'arrive parce que quand même, le côté instinctif, c'est ce qu'il y a de mieux, moi je pense, pour un acteur. D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Kieslowski, je voulais avoir plus de choses sur son personnage dans Blanc. Et je disais, mais qui elle est, pourquoi elle est comme ça, pourquoi c'est un monstre avec cet homme, etc., qu'elle aimait, il me dit, je sais pas, à quoi elle te fait penser? Parce qu'il voulait pas rentrer dans un truc psychanalytique, psychologique. Là, je lui dis, elle me fait penser à ma chatte Nanette, qui était hystérique, elle était tellement hystérique qu'aucun chat pouvait la sauter, donc elle était de plus en plus hystérique, et elle greffait tout le monde, et elle voulait tuer tout le monde. Et donc il me dit, parfait, voilà. Et je trouvais ça très bien parce que, d'une certaine manière, il avait raison. C'était cette femme qui est dans un état de tension, son mari ne couche plus avec elle, elle est en train de devenir folle. Et donc je trouvais ça très bien parce qu'il y a quelque chose, à la fois j'avais compris le personnage, mais en même temps, quand j'arrivais sur le plateau pour Kieslowski, je me lâchais, j'étais comme un chat, voilà. Comme un chat, et c'est agréable d'être instinctif, de lâcher aussi l'intellect. Alors surtout quand on a fait un travail de fond sur le personnage, comme je fais quand j'écris, quoi. Voilà. Peut-être vous avez, par rapport au film, bien sûr, ou par rapport à ce que vous avez vu comme autre film, si vous avez une question, oui, là, madame. Une question sur... Bonsoir. J'ai beaucoup aimé vos films de Richard Linklater. J'étais tellement habituée à la jeune fille séduisante, irrésistible et tout, que quand j'ai vu La Comtesse en 2009, j'ai été bouleversée, mais vraiment bouleversée. Et bouleversée parce que il me semblait que vous brisiez tous les tabous à la fois. À la fois le tabou de l'âge, qui est quand même
malgré tout toujours actif. Le tabou de la maternité, le tabou du rôle social de la femme, etc. Et il m'a semblé que vous faisiez du fantastique avec les fantasmes féminins. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si je brisais tous les tabous, mais c'est vrai que le personnage sort des normes de ce qui est acceptable pour une femme. Et en même temps, elle est complexe parce qu'elle n'est pas juste monstrueuse, c'est pas juste un monstre, il y a quelque chose de très humain en elle. Donc elle n'est pas une caricature d'un monstre, ce qui est le cas souvent dans La Sorcière ou tous les mythes des femmes diaboliques. Et elle est aussi romantique, donc c'est complexe, c'est à la fois, c'est peut-être pervers d'une certaine manière, parce qu'elle est à la fois extrêmement romantique et à la fois extrêmement quelque chose de monstrueux parfois, et aussi trahi, et aussi victime, etc. Donc est-ce que j'ai cassé des tabous? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais pas en fait. Attends, je réfléchis à quelque chose. Non, mais vous montrez surtout le caractère à la fois mortifère et destructeur de l'amour. Et de l'amour, quand il devient passion comme ça, il devient vraiment une force qui tue et qui tue à la fois celui qui l'éprouve et celui qui en est le destinataire. Je suis quand même, en effet, même les Before, d'une certaine manière, c'est quand même des films très romantiques. J'ai toujours parce que c'est quelque chose qui me fascine quand même, l'amour, beaucoup. Et depuis toute petite, en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'écrivais déjà beaucoup sur les amours impossibles, les amours destructeurs, les amours... Enfin, j'ai toujours été fascinée par quelque chose de... Mais j'ai aussi été bercée par énormément de littérature et de théâtre. J'ai vu Roméo et Juliette très jeune, trop jeune. C'était une histoire qui me fascinait petite, d'amour impossible, etc. Donc, et d'amour destructeur, où tout le monde meurt à la fin. Enfin, je veux dire... Donc voilà, mais j'ai toujours été fascinée par l'idée du romantisme, donc, et à plein de niveaux, c'est-à-dire dans le niveau heureux, joyeux des Before ou des Tudors, alors rigolo, etc. Et puis dans l'autre côté aussi, qui est le côté sombre, romantique, un peu gothique aussi, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que à la fois la période, disons, Before, et puis disons la comtesse, c'est un arrêt buffet, quoi. Il y a tout d'un coup, effectivement, Madame dit le choc qu'elle a ressenti, alors qu'elle s'était engagée avec vous. Et en même temps, je me souviens au début de Before Sunrise, votre personnage, Céline. Je lis l'histoire de l'œil de Bataille. Alors, d'une part, vous lisez déjà l'histoire de l'œil de Bataille, et puis à un moment, ce jeune garçon que vous venez de rencontrer, vous l'emmenez visiter un cimetière, et il y a et je crois que vous êtes co-scénariste avec Essano du film, et à un moment, vous lui dites très, très ingénument, vous lui dites la mort, j'y pense 24 heures sur 24. Oui. Et je me suis dit, c'est vrai aussi. Enfin, ça fait partie de celle... Voilà, c'est pour ça que vous êtes capable d'écrire, j'allais dire, Today's in Paris et La Comtesse. C'est qu'il y a toutes ces dimensions-là sont là en permanence. Elles vivent en permanence, si j'ose dire. Et presque vous faites du cinéma... un peu comme La Comtesse se baigne dans le sang des vierges, c'est-à-dire le cinéma, ça sert... le cinéma, ça sert à embaumer, ça sert à garder... C'est-à-dire qu'on vous projettera toujours, et les vôtres aussi, vous filmez vos parents, on les projettera toujours comme ils étaient le jour de l'enregistrement. De l'enregistrement, oui, ça, c'est sûr. Bouleversant, quand même. C'est fascinant. C'est la sorcellerie du cinéma. Oui, on enregistre quelque chose. De toute façon, moi j'adore le cinéma parce que pour moi, c'est vraiment capturer quelque chose, la vie, capturer quelque chose. En fait, c'est le plus proche forme d'art qui capture la vie. Donc, c'est parce qu'il y a la musique, il y a la photo, etc. Mais pour moi, c'est une forme d'hybride entre la magie et l'art, quoi. C'est un mélange des deux d'une certaine manière, quoi. Voilà. C'est vrai que le cinéma réalise un prodige. On s'en rend plus compte parce que c'est... Oui, on est habitué, mais c'est un prodige. Mais c'est un prodige. Oui, c'est un prodige. Moi, je pense que oui. C'est un prodige qu'on prend pour... Oui, voilà. Un peu... Et si le cinéma disparaissait complètement, si toute l'image disparaissait complètement, qu'est-ce qu'on deviendrait, quoi? Maintenant qu'on est baigné dans cette image perpétuelle, qu'est-ce qu'on deviendrait sans l'image, sans les histoires racontées par l'image, quoi?
Mais on voit bien que la comtesse Báthory, dans un monde sans images, vous savez, très peu d'images, elle trouve le miroir. Oui. On a tous tout le temps besoin d'une image, quoi. D'une image de soi, d'une image des autres. Oui, c'est ce qui nous différencie beaucoup du reste du règne animal, je pense. C'est vraiment notre conscience de notre image et de notre ego, de nous, quoi. Même si certains animaux ont conscience, mais pas à notre niveau, disons, peut-être. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Madame Báthory. Ok. On commence comme ça. Je suis désolé, je ne parle pas français. Puis-je parler anglais, s'il vous plaît? Oui, of course. Okay. So there are two questions. I think the first one you answered partly in French. So how do you switch between the role of a director and an actor? Because I mean, you also have. So there are two questions. So this is the first one. What is the, like when you are acting, what is the process, or does it come by practice, this switching? And the second question is, so in 2 days in Paris also, you allow your, I mean in the screenplay, you allow the partners, I mean the male and the female, both of them to have this weaker, I mean to show their weaker sides. But here, for example, I mean, was it a conscious decision to say that Istvan, Istvan, yes, you say in the end, I mean, he says in the end that I truly loved her. But in fact, there is a weakness in his love. I mean, he did not make a true effort to sort of like Save her. Save her, yeah. So was this a conscious decision to not sort of address this or portray this? Yeah, I mean, Donc il y a deux questions. Il me demandait sur comment je vais de réalisatrice à actrice. I'm going to answer that first. Basically, I just switch. I mean, it's like training. It's like being a dancer. It's like jumping. You know, it's like I do it so many times that I'm used to it. But it's very hard because you're very rational on one side and very together on one side, and then you're emotional and vulnerable on the other side, which is acting. So it's going back and forth. So that's it. Pour la deuxième question, il demandait, vous parlez que Turzo, le jeune Istvan, dit qu'il l'aimait vraiment, mais qu'en fait il a la faiblesse de la laisser, de pas la sauver d'une certaine manière. Mais je pense que c'est... Alors, I think he feels with time that he should have done it, and he has the regrets that he's never done it, that he wasn't strong against his dad. And it's the tragedy of this film is that he didn't do it, he didn't fight for her. You know, donc en fait, l'idée c'est quand même que le jeune homme ne se bat pas contre son père, il n'a pas la force de se battre contre son père qui est un alpha, méga alpha. Et donc il est complètement... il est sous sa domination, c'est un univers d'hommes où l'homme plus âgé domine l'homme plus jeune et le brime pour le faire devenir le prochain homme. C'est cette, on peut parler de toxicité, de lineage masculin, quoi. Toxicity, male lineage. The dad is so strong that he's breaking the son to become like him, to become this heartless, harsh man, which is generations of men, if you think in the past, you know, où l'homme n'a pas le droit d'être sensible, fragile, amoureux, et qu'il doit penser à son futur, à son destin d'homme puissant, quoi. Oui, c'est vrai que le fils est lui aussi colonisé par le père. Oui. Le père lui dit, tel père, tel fils, tu seras... Mais en dessous de moi. Voilà, Oui. et le fils le comprend, puisqu'il dit, donc je serai l'homme le plus puissant du royaume, mais après toi. Donc voilà. il dit, bah, évidemment. Bien sûr. Donc oui, c'est tout un rapport de pouvoir, il y a tout le temps quelqu'un plus haut que soi, c'est vraiment l'esprit, pour moi c'était intéressant d'explorer cette idée de masculinité de génération en génération qui est en fait pas une masculinité forcément très heureuse, qui est dénuée d'amour, quoi, qui est tout sur le pouvoir. D'une certaine manière, oui, parce que c'est ces hommes de pouvoir, quoi, qui ne peuvent pas lâcher et qui sont dominants, quoi. C'est quelque chose de particulier. Ils phagocyter leur propre lignée au nom de leur projet, quoi. Pour essayer de les transformer en eux, quoi. Voilà, mon fils, sois fort, va à la guerre, bats-toi, tue, deviens comme moi, quoi. C'est un peu une chose qu'on essaye de... Évidemment, on s'en va de ça petit à petit, l'homme a le droit d'être sensible. C'est ça l'idée du féminisme aussi, je veux dire que ça aussi, ça permet aux hommes de ne pas être celui qui rentre à la maison et s'il a une crise cardiaque, il va quand même au travail, puis il meurt 3 jours plus tard parce
On n'est pas obligé d'être alpha. Oui, on n'est pas obligé d'être alpha, on peut aussi être, être heureux et être comme mon papa, qui n'est pas du tout alpha. Qui pleure quand il voit des films de Douglas Sirk, bien plus que moi, et bien plus fort. Oui, madame. Hello, you're a huge inspiration for me, so it's an honor to meet you. And I just was wondering if you have any advice for young female filmmakers, and specifically with dealing with imposter syndrome. And vous pouvez répondre en français, je parle français aussi. With what? With imposter syndrome, Imposter. as a female director, like in general, if you have any advice, like for feeling like not confident in. Oh, for not feeling, the imposter syndrome. Yeah, okay. Not feeling like you're worthy of getting what you want in life or something like that. Yeah, no, I know that. I've heard of that. Like this thing about like feeling like when people give. Oui, alors oui, elle me demande si de donner des conseils à une jeune femme réalisatrice. Non, mais ça va, je peux le faire. J'ai l'habitude. Et donc, voilà, surtout en tant que femme, quand on a cette sensation qu'on ne mérite pas d'avoir, de travailler, de réussir, de devenir ce qu'on veut devenir. Parce que quand on est femme, parfois, on nous dit qu'on peut pas, et donc on se sent insecure, comment on dit En insécurité. En insécurité de son propre talent. Ben oui, alors voilà, je vais répondre en français. Oui, parce que je pense que beaucoup de femmes ne se sentent pas sûres, parce que pendant des générations, on n'a pas vraiment dit que la femme peut être créatrice. Alors il y a des femmes qui sont devenues créatrices, mais pendant longtemps on peut pas, on a dit elle peut être créatrice mais peut-être pas super bonne créatrice, et puis maintenant c'est en train de changer. Il y avait des choses par exemple comme la musique, d'être compositrice de musique, c'était réservé aux hommes parce que c'est un truc de génie de faire de la musique, alors que pas du tout, hein, on n'a pas besoin d'être génie pour faire de la musique. Et maintenant il y a des femmes compositeurs, etc., parce que c'est cette idée Parce que l'idée du domaine réservé, non? Du domaine réservé, les échecs c'est que pour les hommes parce que il faut être super intelligent pour jouer aux échecs. Enfin, il y a toutes ces choses comme ça un petit peu bébêtes qui sont en train évidemment de changer. Mais il ne faut pas avoir le imposter syndrome, il faut juste avancer et puis s'en foutre. I mean, fuck them, you know what I mean? Like, you're probably as good as any dude on the fucking planet. I mean, like, you know. Just fuck it, you know. I mean, for me, that's my thinking. Fuck it, I'm doing it. Fuck it, you know. Ça veut dire, allez vous faire foutre, j'y vais. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Et des fois, j'ai mes doutes, bien sûr, mais et je sais que je serai jamais whatever. De toute façon, je m'en fous. Je vais être ce que je suis, et puis voilà, et puis j'avance, et puis on verra bien, quoi. I'm not asking myself too many questions about like. Will I reach this up there? No, I don't know. I'm going step by step. Boom, 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 boom. And maybe I'll stay here and I'll be happy this way and I don't care. Non, je sais pas. En fait, faut pas se... Parce que moi, je vois des gens, mais c'est pas forcément que les femmes. It's not just women. It's people that like... They're so obsessed with perfection that they don't do it. Okay? It's better to do it even if it's not perfect, than to stop yourself because you think, oh, what if people... And you always be judged, and there's always going to be an asshole who's going to be a critic saying that it's shit because he drank that night and he has a headache, you know, or whatever it is that day. Some of them. But, you know, there's always going to be an asshole breaking your balls. And I've had so many bad critics, so many negative shit happening in my life that if I stopped because of one negative critic, I would be dead. You know, it's like so much shit you have to take in this business. It's like you work for 5 years on a movie and then you have one guy, okay, you motherfucker. You know, but then keep going. Just like la caravane, le chien aboie, la caravane passe. Bam, bam, bam. Just like, that's my... On a une question juste en haut. Oui, allez-y. Bonjour Julie, je m'appelle Eline, j'ai 27 ans. Je ne suis pas du tout du milieu du cinéma, mais j'ai grandi avec tous vos films. Oui, d'accord. Avec tous vos films.
Et j'ai un groupe d'amis, on aime beaucoup vos films, on en parle très souvent, spécialement la trilogie Before et la trilogie 2 Days In. Et pendant que j'ai regardé le film La Comtesse, j'ai remarqué quelque chose par rapport à votre premier film Before. C'est que, bon, vous incarnez un personnage très, très fort, qui a des émotions très fortes, etc. Et ça, on en parle beaucoup avec mes amis, etc. Mais dans votre premier film Before, votre personnage rencontre quelqu'un, tombe amoureux, c'est un peu love at first sight. La personne ensuite quitte votre vie et elle revient après. Et la question que mes amis et moi on se posait très souvent, c'est est-ce que vous croyez au fait de tomber amoureux complètement, entièrement, en une fois d'une personne, en la rencontrant, et que cet amour puisse rester des décennies, longtemps après, et rester intact? Eh bien, écoutez, moi, oui, j'y crois, l'amour, love at first sight, j'y crois parce que ça m'arrive assez souvent. Enfin, tout est relatif. Pas assez souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc ça m'est arrivé. Non, ça m'est arrivé, oui, j'y crois, oui, bien sûr. Moi, c'est toujours un peu love at first sight, c'est-à-dire c'est un petit moment de déclic. Tout d'un coup, il y a une chose qu'une personne dit, tout d'un coup, c'est poum. C'est genre un switch dans ma tête, comme une sorte, mais ça doit être un truc qui est lié à, je sais pas, l'enfance, un truc que j'ai entendu, ou un truc, il y a une phrase que quelqu'un dit, qui tout d'un coup, je me dis, mais mon Dieu. Voilà, c'est comme ça, c'est particulier. Et en fait, je me trompe parfois, évidemment, ça m'arrive, hein, mais pas tant que ça en même temps. Hein. Vous savez, il y a ce truc du clignement d'œil, là, où les décisions prises en une seconde sont aussi bonnes que celles prises en 6 mois de réflexion. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas vraiment de décision mal prise en une seconde, en fait. Et donc l'amour, c'est ça, c'est une décision d'aimer. C'est une prise de conscience d'aimer quelqu'un, quoi. Et d'avoir cette disposition-là, j'allais dire, pour revenir sur le champ du cinéma, c'est quelque chose qui vous sert en permanence quand vous êtes cinéaste, parce qu'on dit toujours, les cinéastes travaillent à se préparer au choc du tournage, et à partir du moment où le tournage commence, comme disait encore une fois Truffaut, on lui pose 1000 questions auxquelles il doit avoir 1000 réponses, et là aussi c'est boum boum en une seconde. Là, il n'y a même pas, c'est-à-dire si on passe des heures et des heures et des heures, c'est-à-dire que, ou alors on a une famille très très riche qui vous finance vos films, il y a des gens comme ça et qui peuvent tourner pendant 8 mois, mais je veux dire, sinon, vous êtes vraiment obligé de prendre des décisions très très rapides. Et parfois, ça peut être des mauvaises décisions, mais elles sont prises, donc déjà on avance, quoi, c'est déjà pas mal. Et c'est pareil pour l'amour, c'est comme une décision. Voilà, mais la question de la jeune femme, c'était aussi sur. Si j'y crois à l'amour à first sight, non? Pas seulement, enfin, c'est parce que sur le principe de. Et que ça reste longtemps. Parce que oui, mais ça reste longtemps après, évidemment. Oui, c'est love at first sight that perdures more than 2 nights, obviously, right? Otherwise, it's called a 2-night stand. It's okay too. It's fine. It's also fine. But love at first sight that perdure for many decades, or at least 10 years, whatever. Bonsoir. Je voulais juste retourner sur le film. Est-ce que vous aviez eu des feedbacks de l'Hongrie? Parce que quand le film est sorti, j'ai des ancêtres hongroises et j'étais assez surprise qu'une Française avec des Allemands attaque cette légende qui est très très présente en Hongrie. Je crois qu'il y avait des Hongrois et aussi des Slovaques qui étaient un peu pas contents que ce soit moi qui prenne l'histoire. Mais bon, on a le droit de faire ce qu'on veut quand même. Non, mais en fait, c'est plutôt des historiens. Il y a un historien hongrois qui m'a contacté, qui a beaucoup aimé le film, en fait, et qui m'a dit que en fait, j'avais raison sur beaucoup de points qui n'ont pas été vraiment révélés sur elle avant, en fait. Et il a écrit un livre depuis, d'histoire, qui raconte, en fait, cette histoire avec la famille Turzo, le cousin qui l'a trahi, en fait. Voilà, donc qui met en question, possiblement, un peu comme le film, le fait qu'elle soit vraiment meurtrière. Quoi. Je ne sais pas où sont les micros. On est juste ici, alors allez de la salle. Et puis il y a des questions devant aussi. Bonsoir. Du coup, vous aviez évoqué votre travail avec
des réalisateurs en disant qu'ils étaient plutôt de bonnes personnes, et aussi avec le fait que vous avez beaucoup appris d'eux en regardant les bonnes et les mauvaises scènes. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Attendez, je comprends pas depuis le début, je comprends pas ce que vous dites. Parlez plus fort. D'accord, excusez-moi. Alors, vous aviez évoqué votre travail avec les réalisateurs avec lesquels vous avez tourné en tant qu'actrice. Oui. Et vous avez dit que vous avez beaucoup appris d'eux, notamment Oui. sur ce qu'était une mauvaise scène, une bonne scène, et Oui. ce qu'était être, disons, une bonne personne en tant que réalisateur. Du coup, j'aimerais que vous développiez un peu votre travail avec Jean-Luc Godard, si c'est possible, en particulier. J'ai travaillé 3 fois avec Jean-Luc, j'ai fait Détective, King Lear et Histoire du cinéma, qui était une sorte de documentaire sur le cinéma, mais version Godard, donc je dis une sorte de. Et donc, oui, j'ai travaillé avec lui, mais j'étais vraiment, bon, Godard, c'est quelqu'un, il vous fait, alors là, sur l'instinct actuel, c'est vraiment complètement, on ne sait pas ce qui se passe, il vous donne la scène le matin, il n'y a aucune analyse psychologique, c'est complètement, il fait son truc, c'est vraiment son univers qui est particulier, donc il faut se plier à ces choses, voilà, très inhabituelles, où on ne sait pas vraiment qui on est, en fait, dans le film. Donc c'est un autre genre de travail. Moi, je parlais beaucoup avec lui de cinéma, en fait, mais aussi de ce côté instinctif de l'acteur qu'il aimait beaucoup aussi. Enfin, qu'il aime beaucoup. C'est-à-dire de ne pas analyser, de juste être. Et pas essayer de penser trop. Voilà. Ce qui est intéressant. Et c'est son univers qui est très particulier. Je ne sais pas où est le micro. Bonsoir, Julie. I'm very grateful for your wonderful conversation. You're one of my favorite film director and actress, and it's very honored to hear your conversation here. I actually have 2 questions, but the first one, which is very similar with that lady, that is, did you ever encounter with so many difficulties as a young filmmaker, a young female filmmaker? The second one is, how did you balance your film career, your family, and yeah, how could you did you and how could you balance all those things in your life? All the things in my life. Okay. Yes, as a successful filmmaker, I know how difficult it is, how occupied you have to be in daily life. Okay, I understand the question. And I'm going to repeat the question en français. Alors, la première question, c'est quelles étaient les difficultés que j'ai rencontrées en tant que jeune réalisatrice au début, enfin quand j'ai essayé d'être réalisatrice au début. Donc, je vais répondre à ça. Vous comprenez le français ou pas? Oui. Donc, en fait, c'était très difficile au début. J'ai écrit mon premier scénario, j'avais 16 ans. J'ai réalisé mon premier film financé, pas Looking for Jimmy, parce que Looking for Jimmy, j'ai financé moi-même. Mais on m'a donné de l'argent pour faire un film à 36 ans. Donc il y a eu 20 ans entre mon premier scénario et mon premier film. 20 ans à essayer de faire des films avec scénario sur scénario sur scénario qui se faisaient. Donc vraiment un long combat d'essayer de prouver que j'étais pas nulle, que je savais faire ce que je savais faire, etc. Donc très long, très douloureux, très compliqué, avec beaucoup de perte d'espoir, avec beaucoup de se dire bon, on va laisser tomber, avec beaucoup de... Voilà. D'embûches, et puis on continue. Bon, voilà, on continue quand même. Et puis pour ma vie personnelle, en fait, elle demandait si comment je fais pour être réalisatrice, actrice, mère, femme non, mais enfin bon, amie en tout cas, femme aussi. Écoutez. C'est énorme, c'est éreintant, mais surtout, attendez, c'est pas que je suis que ça, parce que je fais le ménage, je fais la cuisine, je m'occupe de tout, je fais mes impôts, je fais tout toute seule, j'ai pas d'assistante, j'ai personne, donc non, je fais les courses, je fais la bouffe pour tout le monde, ma famille, mon mari nettoie un petit peu, bon,
Et je suis épuisée, hein, je suis un peu fatiguée, mais bon, voilà. Vous êtes tombé le soir. Je tombe le soir, mais malheureusement, que je suis insomniaque, je me réveille à 4h tous les matins. Donc je dors 4 heures et hop, c'est reparti. Donc oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais je suis aussi très productive, c'est-à-dire que j'ai un peu I have ADD, really, which is bad and good sometimes, because I'm hyper productive. So Vous avez dit que vous avez... ADD, Attention Deficit Disorder, which can be really also hyperactive. Donc j'ai vraiment de l'hyperactivité problématique, enfin dans ma vie c'est constant, et donc je suis tout le temps à faire des choses, quoi. Et mon mari est la seule personne, et mon fils de temps en temps, ils arrivent à switch off, et ils m'emmènent en vacances pendant 1 semaine par an, et ils arrivent à me fermer le truc, quoi, mais c'est vraiment 1 semaine par an, blam, ils ferment le truc, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile à fermer le... Ils arrivent. Hein, c'est peu vrai, papa, non? Il arrive. Non, mais surtout, je pars en Grèce avec mon mari qui est grec, et hop, et avec mon fils, et on se met sur la plage, quoi. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Désolé, je dois poser ma question en anglais aussi, parce que je suis un petit peu trop timide. Ouais. Ah, you speak English. Where are you from? Originally from the UK. Oh, you're British. Okay. I'm going to sort of ask you the same question as I asked. I'm going to ask you the same kind of question I asked Ethan in November Ethan Hawke when he was around, which is how aware are you of just how much influence the before films in particular sort of have on, I don't know, a lot of people. I mean, a lot of people are quite passionate about those films. They really sort of connect with people. I mean, I'm British, I met a French girl, I moved to Paris, so I kind of live... Because of those films? Yeah, no, not because of those films, you don't need to apologise, but it is funny because I kind of lived in a similar area to where Celine lived, you know, just out of accident really, I think. And I have a cat. And it's funny. What's his name? Hugo. Hugo, okay. Yeah, nice. Named after local writer Noche. But yeah, I was just wondering if you were sort of aware of the sort of, I don't know, how kind of influential, how sort of much they mean to people. Because, I mean, I've met loads of people who really love those films. And, you know. I understand. Yeah. No, you know, I am aware. La question, c'est juste, est-ce que jusqu'à quel point êtes-vous consciente, vous rendez-vous compte de l'influence qu'a sur la vie des gens la trilogie que vous avez faite avec Ethan Hawke, les 3 films de Richard Linklater, les 3 Before. Voilà. No, I have, you know, when we did the first film, there was an original screenplay which was completely different. By the way, I found it. It's crazy. There's nothing to do with the screenplay that we ended up working on and rewriting and stuff. And what I realized is that Ethan and I really had a connection, which was really truly love. But pure love. It wasn't, you know, just like boom, boom, you know, fucking in a corner and stuff. It was love for the art, love for romance, and true love. You know, because I really want to define love as not just, you know, 2 people falling in love and having babies, right? There's different kind of love, and I think creative love is something that we don't really talk about all the time, but it's a true fact. Like we had a crazy creative love together, and we started writing this film with Richard kind of observing more than anything else this crazy romantic love creatively, which became this thing that we wrote and was pure love, romantic love of 20-something people. So it comes from a very true place, you know? It's not bullshit. And I think people felt that it was true love, you know? It wasn't, we were not going to get married, Ethan and I, but we were going to make more films about it, right? Because we knew it was true love. And I think it came from something really pure and beautiful, and people felt it, and it's translated. And it's rarely the case in movies. And therefore that came through, I think. And I think that's why so many people felt connected to the film. And I have to say, I read my journals when I was 14 years old, writing about love, and it's in Before Sunrise. And it's my journal about my view of romantic love as a young, very pure young woman. Non, parce qu'il y a pur et pur, mais moi j'étais très pure. Mais, pendant
très longtemps. Comment on va réussir à Ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai rencontré Ethan, le scénario original était très très différent de Before Sunrise que Richard avait écrit, très intello, très parlé, etc. Mais pas du tout romantique en fait, parce que je l'ai relu récemment. Et je l'ai retrouvé, enfin je l'ai enfin retrouvé, et je l'ai retrouvé dans presque une poubelle. Et parce que ça n'avait rien à voir avec le scénario qu'on a tourné. Et en fait, Ethan et moi, en fait, on est tombés amoureux, mais tombés amoureux créativement. Et en fait, on a vraiment écrit quelque chose de romantique qu'on ressentait vraiment. Et en fait, je pense que c'est ce qui a traduit que les films sont devenus réellement quelque chose qui ont parlé à des gens. C'est parce que ça vient vraiment d'une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour de tournage, comme ça arrive des fois sur les films, mais une vraie histoire d'amour créative qu'on a, voilà, et Richard est devenu un peu l'observateur de nos moments, et même le moment qu'on a tourné, I don't know if you remember that scene, where we're in the record booth, looking at each other, looking away, it was this magical moment. C'était un petit moment magique, on se regarde pas, etc., qui était complètement vrai, et où j'ai senti une sensation d'être amoureuse alors que j'étais dans une scène avec un acteur, mais je ressentais un amour, quoi, pour de vrai. C'était tout réel, en fait, d'une certaine manière, sans l'être, mais c'était réel à l'image, en tout cas. Voilà, donc il y a quelque chose de vrai, en fait, qui est passé à travers ces films, qui se ressent, je pense, pour les gens, c'est pour ça qu'ils ont connecté émotionnellement avec les films. Parce que c'est vrai. Voilà. C'est de l'amour. Mais bon, voilà, créatif et qui permet de faire des films, ce qui est quand même bien. Parce que des fois, l'amour, il n'est pas toujours bien. Oui, mademoiselle, elle a deux. Voilà, parce qu'elle attend un peu. Bonsoir. Donc moi, je voulais imaginer une passerelle entre la comtesse et Maïzoé. Peut-être un des motifs qui traverse votre filmographie, au moins dans ces deux films, qui est une forme de fascination pour la biologie, pour le vivant en général. Quand on voit la comtesse prendre des cheveux pour les incorporer véritablement sous sa peau, et quand le personnage principal de Maïzoé prend des cellules aussi pour, d'une certaine façon, faire la même chose. Bon, je ne veux pas déflorer le film, mais on est dans la même idée. On a quelque chose de l'ordre de presque de Frankenstein, en fait, où vous voulez créer quelque chose, défier la biologie, aller à l'encontre de tout cela pour explorer donc cette fascination pour le sang, pour les cellules, en général. Oui. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui était conscient ou non, et si vous vouliez l'explorer peut-être plus tard dans votre filmographie. Non, mais je crois que j'ai en effet une fascination, je me rends compte de ça, parce que c'est vrai que j'avais oublié un peu ce film, et qu'elle se met les cheveux sous la peau, quoi. C'est un peu extrême, mais il y a quelque chose dans l'amour physique, et l'amour d'un enfant est physique, parce qu'on aime son enfant physiquement, c'est pas un amour platonique, c'est un amour physique. Qui est très fort et qui pour moi, est quelque chose de cellulaire, quoi. Je pense que c'est vraiment un amour qu'on a envie de rentrer sous la peau des gens quand on aime quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un truc qui est plus que juste cérébral pour moi. Je pense que c'est vraiment un truc de... je vais dire pénétration, mais non, un truc cellulaire, c'est-à-dire c'est un truc, on a envie d'être dans la peau, on a envie de se fondre à l'autre. Donc, quelque part... voilà, c'est cellulaire, ouais, je pense. Comme j'ai pas du tout de background religieux, que je suis pas du tout dans l'esprit, dans l'âme, etc., que je suis que dans le physique et mais pas de manière superficielle, mais dans le biologique, voilà, c'est mon idée de l'amour est très biologique, quoi, est très physique, très tactile, très... Ce qui est sûr, c'est que dans... Elle veut sentir les cheveux de sa fille, quoi, en fait. C'est pas elle veut recréer une sorte de truc fantastique, non. C'est voilà. Et c'est pareil avec Turzo, elle veut sentir son corps à l'intérieur d'elle, quoi. C'est-à-dire c'est physique, quoi. Mais j'allais dire, ce qui est très impressionnant dans vos films, c'est qu'effectivement, ça parle d'amour ou ça parle de corps qui se rencontrent, mais justement, le corps est toujours présent, mais parfois jusqu'à l'obscène, jusqu'à la fascination pour la carcasse, le cadavre, enfin ce qui fait un corps, quoi. Je pense dans le Skylab, il y a une scène, moi, que je n'oublierai jamais, c'est le mouton. Et il y a un personnage qui découpe le mouton, Et il découpe le mouton, mais avec une science des articulations qui fait froid dans le dos.
il déchire tout, il déchique. Il sait où ça passe. Il connaît le corps. Il connaît le corps, mais dans sa matérialité. Vous êtes un peu spécial, hein, comme... Non, vous allez voir, c'est vous. Vous êtes un peu... Parce que ce personnage... C'est moi qui suis spécial. Oui, parce que ce personnage dans le film, on apprend ensuite que c'est un ancien parrain. Un ancien parrain. Oui, mais ça, c'était un truc que j'aimais bien, l'idée de cette violence... C'est moi ou c'est vous? Non, mais aussi je suis en contact avec... j'ai une certaine violence en moi qui est présente, et j'ai été témoin de la violence physique. Il y a quelque chose d'assez sûr. Bref. Et donc, oui, non, il y a quelque chose dans le physique. Enfin, je suis assez... comment dire, je suis assez terrienne, quoi. Il y a quelque chose en moi d'assez terrien, assez animal, mais pas d'une manière, mais pas, je suis pas que cérébrale, ce qui me permet quand même aussi de jouer, d'être actrice, parce que c'est pour moi très... Terrienne au sens où vous n'avez pas peur de représenter les choses, vous n'avez pas peur de les montrer, oui, je sais vous n'avez pas peur de ce que c'est que la vie, un corps, que ce que c'est que... Dans Two Days in Paris, je me souviens, enfin, ce pauvre Adam Goldberg, il est torturé par votre père pendant la scène du lapin, et il doit manger une carcasse de lapin, puis après il l'amène chez... Bunny, il mange Bugs Bunny, quoi. Voilà, il mange Bugs Bunny, après il l'amène au marché, et il l'amène chez le boucher, où là il est entouré de bidoches. Mais ça, je crois que c'est mon côté français quand même, on a un rapport à la nourriture. Mais c'est vrai que petite, on jouait avec les organes du mouton qui avaient été... moi, quand j'étais petite, on n'avait aucun... Enfin, c'était à la campagne, donc on n'était pas très... on jouait avec les organes... Pas du tout inhibé par rapport à ça, c'était pas terrifiant. Non, parce que j'ai été élevée comme ça un petit peu. Hein. On était... les moutons étaient tués, et après on jouait avec les boyaux des moutons dans le garage, quoi. C'est vraiment mon enfance, quoi. Et on tuait les tiques sur les chiens, on faisait des cimetières de tiques, comme dans le Skylab, on faisait des petits trous, on enlevait tique par tique, on se shootait à l'éther en même temps, et on les mettait dans des trous... Oui. Je sais pas s'il va pas falloir... Ben, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la famille, donc il fallait trouver des jeux inventifs. Celui-là, il l'est particulièrement, oui. Voilà. Bon, on va peut-être prendre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va pouvoir rester longtemps, mais on va peut-être prendre une dernière question. Je sais pas où est le micro. Voilà, une dernière question, monsieur au milieu. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais rebondir sur... Parlez fort dans le micro. Pardon. Je voulais rebondir... N'ayez pas peur. Non, je ne suis pas la comtesse. Je le vois. Vous ne serez pas fouetté, je vous promets. Allez-y. Non, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait d'avancer tout le temps. Oui. Voilà, les chiens à bois, la caravane passe. Oui. Mais c'est fatigant, c'est épuisant, j'en sais quelque chose, de aussi remettre en place ceux qui méritent d'être remis en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé un apaisement? Est-ce que vous sentez plus, vous prenez plus de distance sur ceux qui... Non, ça me blesse toujours autant quand les gens me cassent. Ouais. Non, je m'imagine que je vais venir aller les tuer. Je vous le dis. Ça me calme, de les tuer dans mon esprit, quoi. Non, j'ai vraiment des trucs de rage. En plus, je suis assez rageuse, donc je me braque, je m'imagine. Mais bon, c'est pas mal parce que je m'imagine des meurtres je n'irai jamais tuer personne, hein, parce que bon, c'est compliqué d'aller tuer des gens. Et puis après, on finit en prison, c'est toujours désagréable. Et donc je fantasme de les tuer, après ça va mieux. Et puis des fois, quand ça me reprend, je refantasme de les tuer d'une autre manière. Et ça va mieux. J'écris des scripts où je tue les gens. Enfin bon, c'est... Oui, il faut que j'exude quand même. Et puis j'ai mon mari qui me dit de me calmer, mais ça marche pas toujours. Donc après mon fils me dit de me calmer, ça marche mieux. Et voilà. Et après je vais manger un bon plat, un couscous ou un truc comme ça, et après ça va mieux. Voilà. Donc j'essaye de survivre à ces douleurs, à ces flèches, à ces pics, à ces agressions qu'on m'envoie constamment. Et je survis, mais quand même j'ai pas mal de rage quand même. Enfin, c'est pas des rages dirigées nulle part. Hein, c'est une sorte de rage qui me ronge parfois et que j'essaye de sortir de façon créative. Que ça me serve à quelque chose de positif dans tout ce négatif qu'on vous envoie et qu'il faut retranscrire en quelque chose d'un peu plus magique quoi, que ce qu'on vous a envoyé dans la gueule. Ça s'appelle la sublimation. La sublimation, oui, enfin, ça s'appelle... Quand vous avez dit à propos de Before Sunrise, vous avez dit en anglais, c'est une histoire qui venait de True Place. Et oui. On a vraiment l'impression
quand on voit vos films sur la comtesse, que Maïzoé, alors là, 100%, ou le Before que vous écrivez, c'est que les films, vous ne pouvez les faire que s'ils viennent de True Place. C'est-à-dire que c'est vraiment des films auxquels vous ne pouvez pas résister d'une certaine manière. Vous avez besoin de les écrire et de les tourner. Oui, oui, oui. Et quand des fois j'écris un scénario et les gens me disent non, mais laisse tomber, ça se fera jamais parce que c'est plus à la mode, je sais pas quoi, je dis non, non, j'irai jusqu'au bout. Et des fois, ça agace les gens, quoi, mais je lâche pas. Et un jour, je lâcherai quand je mourrai. Et voilà. Donc. Je sais pas si ça peut être le mot de la fin. Ça arrivera. Hein, en tout cas, merci. Merci à tous. Et allez voir Maïzoé, quand ça sort.